Tout à fait. Et nous, notre idée, c'était d'aller vers tous ceux qui ne réussissent pas. Notre idée, c'était vraiment d'aller vers les gens à qui on ne parle pas. Ah, Ludo, Ça va et toi? tu vas bien? Ça va, tranquille. Ah, Et toi? ouais, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, c'est ça? Ouais, 2 ans et demi. Voilà, qu'on s'est vu. On a abordé pas mal de sujets la dernière fois. C'est vrai. Hein, en l'occurrence, l'entrepreneuriat, Ouais. le mindset Ouais. et a priori une possibilité d'éditer un livre. Ouais. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu en es aujourd'hui avec cette édition de livre? Ouais, alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas. Je pense que la question d'édition n'était même pas encore évoquée. J'avais commencé à écrire. Justement, puisque tu m'en avais parlé, tout à fait. Exactement. Je disais que j'avais commencé à écrire un livre, donc c'est un roman. C'est l'histoire d'un jeune étudiant fêtard qui un soir rencontre une demoiselle, comme à ses habitudes, sauf que ce soir-là, il est un peu particulier. Il ne le sait pas encore, mais il va être ensorcelé par la dame. Et donc, il va s'en suivre en fait des rêves assez particuliers, donc que j'ai appelé rêves réalité, parce qu'ils sont très réels, dans lesquels il va vivre des situations très difficiles et à chaque fois il y a une énigme qu'il doit résoudre pour pouvoir en sortir. Voilà. Donc, je te fais un petit résumé quoi. Et donc ce roman-là, effectivement, j'ai terminé de l'écrire il y a à peu près 1 an. Je l'ai soumis à 10 maisons d'édition. D'accord. J'avoue que j'ai été un peu déstabilisé parce qu'entre le moment où j'ai soumis et le moment où j'ai commencé à avoir les premiers retours, il s'est passé 6 mois. D'accord. Et en 6 mois, malheureusement, tu as toute l'euphorie qui descend, quoi. Qui descend. Tout à fait. Après, Un découragement, entre autres. bah oui, parce qu'en fait, quand tu écris un livre, il faut savoir que je l'ai écrit 5 fois à peu près. À chaque fois, je trouvais des trucs à redire, le style, les phrases étaient un petit peu longues, le fond aussi, parfois, je trouvais que ça manquait un peu de consistance. Donc en 2 ans, je pense que je l'ai réécrit 5 fois, tu vois. D'accord. Et c'est vrai que quand tu fais ça, je pense, inconsciemment, tu as des attentes. En vrai, la personne en face, elle te doit rien. L'éditeur, il te doit rien. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que quand tu t'investis à ce point-là, tu as quand même des attentes, parce que tu vois l'investissement que tu mets dans le truc. Et c'est vrai que et c'est normal, tu as de l'euphorie. Encore heureux, parce que si tu écris un livre et que tu n'as pas d'euphorie, je pense que ça sert à rien, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que du coup, l'euphorie, elle descend. C'est-à-dire que là, tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois. T'as pas de retour. T'as pas de retour, rien. Silence radio, c'est déstabilisant. Tu as l'impression que tu as passé 2 ans à perdre ton temps. Tu vois. Et là, du coup, toutes les petites voix, c'est des gens qui te disent je vois pas trop à quoi ça sert ce que tu fais, tu perds du temps. Là, ça résonne encore plus. Tu vois. Tout à fait. Et tu te dis, ils ont peut-être raison en fait. Alors que, avant, tu doutais pas du tout que ce que tu faisais avait un sens. Pas forcément que tu avais un talent de fou et que ça marcherait, tu vois. Mais tu te disais quand même, au moins si j'avais des retours, ce serait... Déjà, les retours, ils n'étaient pas personnalisés. Parce que je n'ai pas précisé, 6 mois, je commence à avoir les premiers retours. Donc sur 10 soumissions, j'ai reçu 3 retours. Tu les as relancés avant ou pas? Non. Entre-temps? Non, parce que j'ai commencé à me documenter un petit peu dessus et j'ai vu que ça ne servait à rien. C'était les délais annoncés en fait. C'était 6 mois à peu près. Et c'est vrai que 6 mois pour recevoir une réponse générique du style désolé, votre livre ne correspond pas à ce qu'on cherche, c'est frustrant. Bah oui, c'est ce que je peux comprendre. C'est très frustrant. Ouais. Parce que tout de suite, tu ne sais pas pourquoi le livre n'a pas été retenu. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout par rapport à ton effort. Tu vois. Je pense que c'est surtout par rapport au temps. Même si, comme je disais, cette personne ne te doit rien du tout, inconsciemment, tu as des attentes. Tu vois. Et donc, voilà, au bout des trois retours que j'ai eus, j'ai compris que je ne serais pas édité par ces maisons-là. Et après, la frustration, elle est passée. Je dis, au bout de 2 jours, ça y est, c'est passé, tu vois. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire? Parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui sont dans ton cas, qui sont dans cette situation où, voilà, ils mettent quand même du temps, de l'investissement, et derrière, il n'y a pas de... Je dirais pas de reconnaissance, parce qu'une fois de plus, la personne en face, elle ne te doit rien du tout. Je dirais pas reconnaissance, mais je dirais peut-être respect de son travail, parce que ça reste un travail. Tout à fait. Non rémunéré. Bien sûr. Un travail de passion. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il y avait un pont à faire, parce que tu le sais, moi, je suis informaticien. Tout à fait. Je me suis dit peut-être qu'il y avait un pont à faire entre l'informatique et l'art, en fait, qui sont mes 2 passions. Tu vois. Le côté
développeur donc de logiciels et le côté écrivain. D'où, du coup, j'ai créé cette société qui s'appelle Insist. Donc pourquoi Insist? Parce que tu le sais, ça fait des années que j'entreprends dans plein de domaines différents. Tout à fait, ouais. Malheureusement, ça n'a jamais vraiment marché. Et je me disais que voilà, j'avais l'impression que cette fois-ci, c'était quelque chose d'un peu plus palpable, parce que j'avais vraiment vécu cette frustration-là et je la ressentais. Et là, je me disais, il faut insister, il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que je trouvais que le nom le plus simple, c'était Insist, en fait. Et du coup, c'est comme ça que la société est née. Dans le but de résoudre donc, si j'ai bien compris, au départ de ta frustration naît l'idée forcément de créer créer ce produit qui est nommé Insist par rapport aux différentes situations que tu as pu vivre entre-temps, d'où tu te dis, c'est toujours mieux d'insister. Et aujourd'hui, justement, ce que tu as créé aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut apporter justement pour améliorer la situation des personnes qui se trouvent dans ta situation. Ouais. Donc en fait, donc aujourd'hui, comme je disais, le but principal du logiciel, après il a évolué. Au départ, tu sais, c'est toujours pareil. Tu as un produit avec une idée, et plus tu travailles dessus, plus tu cogites, tu te rends compte qu'il peut faire autre chose. Et parfois même l'idée de base, elle évolue. Mais aujourd'hui, son but principal, c'est de, on va dire, réduire les frustrations des auteurs. Moi, je pars du principe que que tu sois bon ou mauvais d'ailleurs, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Que tu sois bon ou mauvais, à partir du moment où tu es prêt à passer 1 an, voire 2, à travailler sur un projet, tu mérites que quelqu'un y accorde, il pose un œil, tu vois. C'est-à-dire que moi, à la limite, un retour qui dit, écoutez, j'ai lu les 15, je sais pas pu aller au-delà des 15 premières pages, je sais pas approché, pour telle ou telle raison, c'est dur, mais c'est la vie. C'est plus facile à accepter. Tu dis, ok, soit je retourne au charbon, je refais un autre, soit je laisse tomber. Au moins, tu sais ce qu'il en est. Au moins, tu sais que tu peux passer à autre chose. Tout à fait. Là, le problème, c'est que tu es en attente pour pas grand-chose au final. Donc, le but du logiciel, c'est de résoudre ce problème-là en apportant des réponses personnalisées aux auteurs et surtout en les apportant rapidement grâce à la magie de la technologie. Voilà. On a la chance d'être dans une époque où de la programmation, de l'intelligence artificielle, des mathématiques, des statistiques. J'ai la chance aussi d'avoir fait justement des études qui nous permettent de maîtriser toutes ces sciences. Et voilà, on a passé 1 an. Ça a pris quand même 1 an à développer ce truc-là, ce qui est très complexe. Et ces missions ont évolué. C'est-à-dire qu'à la base, c'était vraiment juste auteur et éditeur. Et au fur et à mesure qu'on découvre la chaîne du livre, parce qu'il faut savoir que la chaîne du livre, elle est vaste, le grand public connaît l'auteur, qui est le créateur. Ensuite, le libraire, qui est le vendeur. Tu vois. Mais entre les deux, il y a beaucoup de monde. Donc, si je refais un petit peu la chaîne, si tu me permets, tu commences par l'auteur. Donc, il crée le livre. D'accord, qui crée le livre, il rédige le livre. Il le soumet à un éditeur. L'éditeur, il reçoit le livre, à lui de décider si ça l'intéresse ou pas. Si ça l'intéresse, alors il va y avoir des corrections, il va y avoir des améliorations, peut-être des parties qu'il va effacer. Voilà, des parties il va faire son travail d'éditeur. Le travail d'éditeur, c'est de travailler le texte. Travailler un texte qui a un potentiel. Et une fois qu'il a travaillé ce texte et que le texte il est prêt, il va faire appel à un illustrateur qui va proposer une illustration, quoi. Il va proposer une couverture pour le livre. Une fois que ça c'est prêt, il va y avoir un maquettiste qui va, on va dire, je ne sais pas si c'est maquettiste ou imprimeur, mais disons qu'on va sortir le premier modèle du livre. Okay. Mais on ne va pas tout de suite passer à l'échelle. On va déjà imprimer une première version, voir un petit peu si ça convient à la maison d'édition. Si c'est le cas, du coup, il va y avoir un distributeur. Donc, le distributeur, c'est celui qui va gérer les stocks, qui va décider, qui va distribuer, comme son nom l'indique, la quantité de stock réclamée par les libraires. Les libraires qui sont les points de vente. D'accord. Et entre le distributeur et le libraire, tu as le diffuseur. Parce qu'il faut savoir que les librairies, elles ont un stock assez vaste. D'accord. Et donc, c'est chaque maison d'édition qui doit envoyer ces livres à la librairie et c'est elle qui décide. Suivant, est-ce que c'est une librairie généraliste, est-ce que c'est une librairie spécialisée. Et là, la librairie, elle sait qu'est-ce qui se vend à ses clients. Donc, il y a ce qu'on appelle des représentants ou des diffuseurs qui représentent du coup les maisons d'édition, qui défendent les projets. Donc, ils vont porter des projets, des livres de cette maison d'édition.
et ils vont aller auprès des libraires et dire voilà, ce livre-là, je pense que pour ton style, tu pourrais prendre 100 pièces, je pense que tu les vendras. Exactement. Et donc, du coup, c'est ça la chaîne. Donc, et ensuite, tu as le diffuseur et après, les libraires. Du coup, qui est cool. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, en me renseignant là-dessus, je me rends compte qu'il y a quand même, à chaque niveau, il y a quelques petites choses qu'on peut améliorer, tu vois. D'accord. Il y a déjà énormément de choses qui existent. Ça, c'est vrai. Il y a déjà du logiciel, il y a déjà des tas de choses de gestion de logistique, de mise en relation. Il y a beaucoup de Et c'est quoi les améliorations que la solution pourrait apporter éventuellement que les autres, enfin, qui n'existent pas déjà pas? Alors, je ne peux pas trop t'en dire pour l'instant, parce que pour l'instant, on est encore en phase de test avec certains acteurs. D'accord. Et cette phase de test peut engendrer des changements. Donc, je ne peux pas encore statuer définitivement sur qu'est-ce qu'on va... En fait, on a proposé un tas de fonctionnalités. Il y en a peut-être qui ne seront pas retenues parce que finalement, les acteurs ne trouveront pas d'intérêt là-dedans. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, nous, la nouveauté, c'est qu'on a un outil tout en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des outils qui permettent de gérer auteur et éditeur. Tu as des outils qui permettent de gérer diffuseur et libraire. Mais là, on a un outil qui part de l'auteur jusqu'au libraire. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, grâce à la technologie. D'accord. Voilà. Je suis plus à l'écoute, parce que c'est un univers que je maîtrise pas du tout, donc forcément je n'ai pas forcément d'idée. Justement, parlant des études, justement des études d'ingénieur que tu as fait jusqu'aujourd'hui, c'est quoi ton parcours concrètement? Parce que tu es un peu touche à tout, concrètement, donc forcément une personne qui ne te connaît pas va dire mais écoute, Ludo, finalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ton parcours qui te permet d'avoir justement tout ce panel qui te permet de toucher un petit peu à tout? Donc moi, c'est simple, j'ai un diplôme d'ingénieur informatique obtenu en 2015. D'accord. Donc quand j'ai terminé ça, la même année, quelques mois plus tard, j'ai rejoint une société à Paris qui s'appelle Nova Sparks, où on développait du logiciel à destination de grands comptes américains pour ce qu'on appelle du trading haute fréquence. C'est-à-dire à l'inverse du trading traditionnel où c'est à l'image dans les films, c'est des traders avec leur écran et leurs indicateurs. Tout à fait, justement, pour piocher la bonne exactement, la bonne valeur, action et tout ça. La bonne action, voilà. Trading haute fréquence, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, c'est un traitement qui est fait à la nanoseconde. C'est-à-dire qu'on définit une stratégie en amont et en fait la stratégie elle s'opère à la nanoseconde. Ça veut dire qu'on détecte les meilleures actions, on les revend avant même que dès qu'il y a le premier changement, on les revend hyper vite. Hyper vite, quand même. Donc je suis resté pendant 7 ans et demi dans cette boîte. J'ai appris des tas de choses. Il y avait tellement de choses à apprendre. J'ai appris des tas de choses et après je suis parti de là. J'ai rejoint une autre boîte qui s'appelle Prophecy, que je vois à Paris, qui font des capteurs. On appelle des capteurs event. Donc c'est dans le téléphone, t'as des capteurs en fait qui fonctionnent en images par seconde. Ok, ça veut dire que par seconde, tu vas avoir une séquence. On va faire plusieurs captures. Et l'inconvénient de ce genre de capteur, c'est qu'en fait, il y a un moment où tu as un laps de temps où tu prends pas d'informations, ce qui peut générer le flou. Ok. Et donc ces capteurs-là, ils ont une sorte de flux continu, ce qui fait que c'est presque comme si c'était une vidéo entre guillemets, tu vois. Et donc ça évite la perte d'informations. Et ils ont également des applications de défloutage. Et d'ailleurs, je pense qu'en 2025, il y a les premiers téléphones vont sortir avec ces capteurs. C'est assez bluffant. Et ces capteurs-là? Ouais, c'est assez bluffant. Donc je suis pas resté longtemps, je suis resté 4 mois là-bas. Et après, je suis parti pour m'occuper de ma société. Ouais. Voilà. D'accord. À t'entendre parler, justement, on a l'impression que lors du déploiement, n'est-ce pas, de ta solution, on dirait que tu n'as pas eu de difficultés. Forcément, tu as eu des difficultés. Bien sûr. Voilà. Quelles sont les difficultés, effectivement, que tu as pu rencontrer pendant le déploiement de la présentation, n'est-ce pas, de la solution? Du logiciel. Ouais, oui, forcément, il y a eu des difficultés. Je pense. J'en doute bien, justement. Je pense qu'il y a même eu plus de difficultés que de moments. Pas de moments joyeux. D'accord. Mais c'est quoi ces difficultés? En fait, je pense, quand tu pars de zéro, alors je dirais, pas partir de zéro, parce que comme je disais,
c'était un logiciel, je suis déjà développeur web. Donc j'ai la chance d'avoir l'expertise, donc je ne partais pas de zéro, mais on va dire que quand tu as zéro réseau, moi je pense que voilà, dans le business j'ai zéro réseau, ça veut dire qu'en plus, je pars d'un domaine que je maîtrise entre guillemets, donc le logiciel, pour aller dans l'art. Tu vois, le côté artistique, j'étais juste passionné, c'est-à-dire que j'étais un consommateur comme tout le monde, Tout à fait, ouais. des livres, etc. Mais là, devenir entre guillemets, essayer en tout cas d'être un acteur dans le domaine littéraire, c'est déjà quelque chose. Tout à fait. Déjà, il faut rentrer dans ce truc-là, faut essayer de faire sa place. Qui est un univers particulier. Est-ce que tu es légitime Est-ce que tu es légitime Est-ce que tu as les codes? Tu vois, la réponse c'est non, tu n'as pas les codes. Du moins pas au départ. Donc, faut les avoir, ces codes. Donc ça, c'est la première difficulté. D'où les lives et tout ça. Alors les lives, ils arrivent un peu plus tard, parce qu'en fait, les lives, c'est quand tu as les codes. Tu peux pas discuter pendant 1 heure avec quelqu'un autour de son lit. Tu n'as pas les codes, tout à fait. Pas les codes. Après, quand je parle de code, moi, je disais déjà, je veux dire, quand je parle de code, c'est plutôt par rapport aux professionnels. Tu vois, par rapport aux auteurs, en vrai, discuter de littérature, vu que j'ai toujours été passionné de littérature, c'est pas un souci. Je parlais plutôt comment tu discutes avec un éditeur, comment tu discutes avec un libraire, c'est quel genre de relation qu'on met en place, un diffuseur, est-ce que tu sais ce que c'est, tu vois, c'est plutôt ce jargon dont je parlais, tu vois. Donc, il faut déjà se renseigner là-dessus. Donc, ça, c'était une première difficulté. Ensuite, tu as la finance. Bien sûr, bien sûr. Voilà, quand tu n'as pas de réseau, et je pense que même parfois avec le réseau, c'est pas si simple d'avoir des finances, parce que quand tu lances une société technologique, il te faut des gens. Il faut des gens qui vont... Je suis développeur, mais je peux pas faire tout seul. Tu vois, tout à fait. Développement, il y a plein de domaines différents. Il y a ceux qui gèrent le back-office, le front-office, le cloud, enfin voilà, il y a la sécurité, il y a des tas de domaines. Quand tu veux faire une plateforme solide, il y a des tas de choses à mettre en place et tu ne peux pas le faire tout seul. D'autant que avant de rentrer dans le développement, tu dois déjà faire ce qu'on appelle de gestion de projet. Ça veut dire que tu dois déjà faire un cahier de charge, que va faire l'application, pour quelles raisons, comment, et ça c'est déjà beaucoup de temps de réflexion. Donc il fallait trouver les moyens, on va dire, pour lancer tout ça, et ça c'était la première difficulté, n'ayant pas de réseau. Ensuite, le développement, parce qu'on était sur quelque chose de très innovant. Je pense qu'on a passé 6 mois sur place à tester des tas de choses. Ça ne marchait pas, on n'obtenait pas les résultats qu'on voulait. Le développement était compliqué. Mais vous avez pu trouver des solutions? Oui, bien sûr. Mais ça nous a pris 1 an quand même pour arriver à trouver ça. Après, tu as des problèmes classiques. Tu sais, parfois, tu es démotivé. Tu n'as pas de clients. Je pense que la difficulté première, c'est de faire des clients. Parce que, quand on crée une solution, il faut bien la vendre derrière. C'est ça. Et surtout, quand tu crées une solution qui n'est peut-être pas habituelle, ça veut dire, c'est le principe de l'innovation. De toute façon, les gens, ils sont un peu réticents. Ils sont réticents, et puis surtout, je pense que le milieu littéraire, il est peut-être un peu conservateur, un petit peu. D'accord. Tu vois. Pour les habitudes et parce que façon de faire. Je pense, après c'est ma perception, attention, je peux me tromper. Tout à fait. Mais, je veux dire, le milieu de l'informatique, il va très vite. C'est-à-dire qu'un ingénieur informatique, quand il entend qu'il y a une nouvelle techno, il est le premier à se jeter dessus pour voir de quoi il s'agit, la curiosité de la techno. Et je pense que les littéraires, ils ont la même chose quand il y a une nouvelle œuvre, un nouveau truc, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, le côté technologique, c'est un peu un frein. Parce que le discours n'est pas facile, c'est pas évident de trouver les bons mots pour convaincre. Donc, la plus grande difficulté, c'est de faire sa clientèle. C'est de faire sa clientèle, et entre autres, mais je te passe les détails, mais voilà. Grosso modo, on va dire c'est ça, et puis surtout le côté financier. Surtout côté financier. Parce que sans finance, malheureusement, tes jours sont comptés, quoi. Non, c'est sûr, tu me dois assez rapidement. C'est ça, donc soit tu trouves rapidement des clients qui peuvent remettre un petit peu de sous dans la machine, soit tu trouves du financement, et ça pareil, trouver du financement, c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de startups. La France, c'est un des pays qui crée le plus de startups. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que par an, il doit y avoir, 10 000. Sur 15 000. Je pense. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas les chiffres, mais je pense. Il y en a combien à peu près qui survivent? Je pense la statistique. Alors, pas les startups, parce qu'en fait, une fois de plus, on ne sait pas trop ce que c'est startup. Startup renvoie forcément on va dire une petite structure. Pas petite, mais plutôt par rapport à la technologie. Voilà. Mais ce que je voulais dire, la statistique que je sais, c'est plutôt par rapport au nombre d'entreprises. Il y a près d'1 million d'entreprises par an qui se créent en France. Et la moitié disparaissent au bout de 2 ans.
Ah oui, carrément. Voilà. Après, dans ce milieu, comme je dis, c'est tout. C'est les auto-entrepreneurs, c'est tout. Après, les startups, c'est très spécifique, c'est très lié à la technologie. Et donc là, je pense qu'on est plutôt sur des milliers, tu vois. Ah oui, carrément. Voilà. Mais ceux qui vont arriver à lever des fonds chaque année, je pense que tu en as peut-être, à la louche, je dirais 100, tu vois. Sur ces milliers-là, je pense qu'il y a peut-être 100 qui arrivent vraiment à sortir leur épingle du jeu. Les autres, soit ils s'autofinancent, soit ils meurent, tu vois. Ah, c'est minime quand même. Voilà, donc voilà, c'est ce genre de difficulté qu'on a. D'accord. Et effectivement, après avoir, pendant toutes ces années, essayé d'entreprendre plusieurs choses, je suppose que aujourd'hui, tu es à même de pouvoir te dire, bon, ok, j'ai commencé X et qui n'a pas fonctionné, j'ai commencé Y qui n'a pas fonctionné, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en est où on en est aujourd'hui. Tu dois certainement avoir certaines qualités qu'un entrepreneur, en fait, tu dois avoir une idée de certaines qualités justement qu'un entrepreneur pourrait avoir pour pouvoir se dire, ok, ouais, justement, je peux m'en sortir ayant ces qualités. Bah, je pense que la première, c'est la motivation. Oui. Je pense que, comme je t'ai dit, c'est dur. Et comme tu dois t'en douter, je pense que tout le monde le sait. Bien sûr. Il y a un petit groupuscule de personnes pour lesquelles c'est facile. Et encore facile, c'est relatif. Je pense qu'il y a des gens qui ont des relations, qui viennent de bonnes écoles, de bonnes familles. Et alors attention, je ne veux pas faire de raccourcis. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est peut-être moins difficile. Parce que forcément, si dès que tu commences, tu as déjà des solutions de financement, c'est du stress en moins. Tu vois, c'est du stress en moins. Si tu as déjà un petit réseau, c'est-à-dire que tu connais déjà quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait être intéressé par ta solution, c'est tout de suite différent. Parce que tout de suite, tu rentres dans le concret. Et plus vite tu as un client, alors c'est même pas le côté financier, c'est le côté validation. Parce qu'un client, côté réseau, ça permet de réseauter. Un client, c'est une preuve sociale. Tout à fait. Ça permet de valider ton projet, même si c'est gratuit, à la limite. Juste quelqu'un qui utilise ta solution, c'est une preuve sociale. D'autant plus si cette personne est crédible, tu vois. Donc je dirais qu'il y a de la motivation pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ce genre de conditions. Il faut rester motivé parce que c'est dur. Je dirais de la persévérance parce que voilà, ça rejoint un petit peu la motivation, mais de la persévérance et de la patience. Il ne faut pas être pressé. D'accord. Pas courir après la montre, il faut à tout prix que ça marche demain. Je pense que Et surtout, croire à ce qu'on fait. Bien sûr, croire à ce qu'on fait, mais avec une vision aussi. Ça veut dire, on croit tous plus ou moins à ce qu'on fait. Ah ouais. Mais est-ce que pour autant on sait où on va? Il faut croire en ce que tu fais, mais il faut vraiment avoir une vision. Quand je dis vision, c'est pas forcément un truc de fou. Quand je dis vision, ça veut dire d'être capable d'expliquer en quelques minutes à quelqu'un qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi la concrétisation de ce que je fais. À terme, qu'est-ce que ma solution est censée apporter aux gens. Si tu es capable de définir ça et de te projeter sur 2-3 ans, c'est bon, tu as une vision. Mais sans vision, tu ne peux pas fédérer les gens autour. Justement, vision, ça veut dire forcément être capable justement d'avoir cette vision et d'entraîner avec des personnes avec toi qui suivent la vision. Bien sûr, il faut un côté fédérateur aussi. Je pense que tu auras forcément besoin de gens, parce que tu ne peux pas tout faire tout seul, de façon professionnelle. Et donc, pour réussir à fédérer les gens, je pense que c'est autour de cette vision que tu les fédères. Donc il faut être fédérateur, il faut avoir une vision, être persévérant, motivé. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Croire en soi. Croire en soi, je pense. Croire en soi, tout simplement. Croire en soi et cette confiance, elle va se refléter sur les autres. Sur les autres, ouais. Ça se retransmet. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, ingénieur en informatique que tu es, avec tout le parcours que tu as, quel est le rapport que tu as avec l'école? Avec l'école? Justement, qu'est-ce que tu penses vraiment de l'école? Qu'est-ce que l'école t'apporte concrètement? Aujourd'hui. Je pense c'est une bonne chose, je pense, l'école. C'est sûr que ça apporte des bases. Déjà, l'école, ça t'apprend la sociabilisation, puisque tout de suite, tu es mis avec les autres. Donc, tu apprends à jouer avec les autres enfants, tu apprends à te faire des amis. Ça, c'est important. Tu apprends l'apprentissage, puisque faut apprendre à apprendre. Tout à fait. Faut savoir comment est-ce qu'on prend un sujet, par exemple. Il y a des petites choses comme ça, des petits réflexes que tu apprends à l'école, tu vois. Ensuite, ça t'apprend, on va dire aussi, la discipline.
parce que du coup, tu as quelqu'un en face dans la classe, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi. Voilà, tu es obligé de le respecter, il est au-dessus de toi. Voilà. Il faut que tu l'acceptes tous les jours pendant longtemps, parce que l'école, c'est pendant une bonne dizaine d'années, suivant à quel niveau tu vas. Donc, ouais, et puis après, il y a la connaissance, parce que du coup, tu vas lire des livres, tu vas apprendre des tas de choses que tu ne savais pas avant. Donc, c'est que bénéfique l'école. Et ouais, je pense que si j'ai réussi, entre guillemets, à accomplir 2-3 trucs, bien sûr que c'est à 90% grâce à l'école. Maintenant, c'est bien, mais je pense qu'il y a quand même des petites dérives, tu vois. Et c'est quoi ces dérives? Je pense qu'il y a quand même des petites dérives dans le sens où, tu sais, quand tu as fini, entre guillemets, tes études, tu découvres une autre école. Alors, il y a ce qu'on appelle l'école de la vie, mais ça, c'est plutôt dans le relationnel. Et après, tu as, suivant le domaine dans lequel tu es, par exemple informatique, bah, tu découvres que ce que tu as appris à l'école, c'est même pas 20% de ce qui existe. D'accord. Il y a d'autres technologies, d'autres trucs que tu dois apprendre, et au final, c'est toujours l'école, en fait. Une école différente, tu vois. Mais la question que je me pose, moi, c'est à quel point, à ce niveau-là, le business, il prend le dessus. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une école fondamentale, c'est-à-dire celle qui t'apprend les bases. Et je me demande à quel point, justement, il n'y a pas un moment où on doit te lâcher et où tu dois apprendre tout seul. Je m'explique. Par exemple, tu vois, dans l'informatique, chaque année, tu as une sorte de nouvelle techno qui sort, tu vois. Et on va te dire, il faut apprendre cette techno. Limite, ça devient indispensable de connaître cette techno, tu vois. Si tu veux changer de boîte, ton prochain employeur, la première chose qu'il demande, c'est est-ce que tu connais cette techno. Donc toi, qu'est-ce que tu te dis? Il faut que attention, je suis obsolète, attention, je commence à être has-been. Faut que j'apprenne ce truc-là. Tu te dis, il faut que je trouve au moins 6 mois ou 1 an, peut-être faire une formation, etc. Et du coup, tu te renseignes sur cette techno et tu vois qu'en fait, la techno qu'on appelle B, on va dire, c'est la A avec un petit plus. Juste un dérivé. Une petite dérivation. Et là, je caricature, attention, c'est peut-être 2 dérivés, tu vois. Et du coup, tu te dis, mais en fait, c'est que ça. Mais on m'a dit, tu sais, la façon dont on m'en parlait, ça m'a stressé. Je me suis senti presque en dessous de ne pas connaître ça. Mais en fait, c'est juste, tu vois, c'est juste ce qu'on faisait déjà avant, en mieux. Donc c'est bien de faire mieux, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de créer un nouveau nom pour ça? Et c'est où je m'interroge sur justement le côté business, de me dire, mais ce nom-là, est-ce que c'est pas par rapport à, peut-être qu'il y a des formations, tu vois, qui vont avec. Parce que du coup, on va dire aux gens, faites des formations, payez des formations. Il y a des tutos, il y a toute une économie, en fait, qui naît autour de ça. Mais à quel point ce truc-là, il est d'abord là pour la science ou pour le business et l'économie parallèle qui se crée, tu vois. C'est ça. Et si je prends un autre exemple, par exemple, le marketing, tu vois. Parce que là, j'ai une solution à vendre, donc je commence à m'intéresser un petit peu à comment on vend. Comment on peut le vendre, tout à fait. Et là, waouh, je me dis, mais il y a 1 milliard de livres, tu sais même pas par où commencer. Il y a 1 milliard de livres, 1 milliard de méthodes, 1 milliard de noms, la méthode GSK, la méthode SG, il y a 1 milliard de choses. Et là, tu te dis, mais... Et ces méthodes-là se ressemblent ou c'est juste de la simple dès le départ, tu sais pas. Dès le départ, tu sais pas. Je veux dire, quand on te dit qu'il faut que tu apprennes 1000 méthodes, tu peux pas deviner que... Toi, tu te dis juste, il faut que j'apprenne 1000 méthodes. Et là, je me dis, mais comment les étudiants en marketing, comment ils s'en sortent? Ils se font des nœuds au cerveau. Je me dis, mais il faut apprendre tout ça pour faire du marketing. Et donc, je me dis, ok, vas-y, on va faire. Et donc, je commence à me renseigner. Et là, je regarde, par exemple, la première méthode. Une fois de plus, je suis dans la caricature. Aucune offense aux gens du marketing. Tout à fait. On va dire la méthode BJK. On va dire, bonjour, jeune, je sais pas quoi, tu vois. C'est souvent ça, en fait, des sigles. Donc, toi, de l'extérieur, tu dis, c'est une méthode, il faut que je sache faire cette méthode. C'est un truc de fou. Tu te renseignes. Et là, tu vois un truc, on te dit en gros, il faut d'abord dire bonjour à son client. Après, faut toujours demander les problèmes de son client avant d'apporter la solution. Pour moi, c'est du bon sens. Découverte, quoi. Non, mais pour moi, c'est du bon sens. Est-ce qu'il y a besoin d'un nom particulier pour ça? Parce que j'ai rien contre les noms. Mais le problème, c'est que le nom, il te rajoute une complexité. C'est-à-dire, si on te dit juste, Edmond, qu'est-ce que tu ferais si tu avais un client en face de toi? Logiquement, tu diras, déjà, la salutation, comme on a fait tout à l'heure. Bonjour, machin. Mais là, on va te dire que non, attention, il y a une méthode. Tu ne poses pas de questions, il faut que tu connaisses la méthode. Et c'est ça que je trouve, justement, qui peut être un petit peu néfaste. C'est cette dérivation. Ça veut dire, en fait, tu as presque l'impression qu'on ne peut plus apprendre tout seul. Qu'il faut une méthode pour tout. Pour tout. Alors que... La seule différence, c'est qu'une méthode peut marcher pour une personne et pas pour une autre personne.
Oui, après, oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, est-ce qu'on a toujours besoin, toi, quand tu as appris les bases, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu apprends tout seul, tu vois, sur le tas? Est-ce qu'il y a toujours besoin de se former, de formation, tu vois, est-ce qu'il y a vraiment toujours besoin de ça? Est-ce que ça tue pas justement la créativité? La créativité. De tout le temps avoir besoin d'un cadre. Tu sais, tu as déjà passé des années à étudier des tas de choses. Ça y est, c'est bon. Tu sais étudier maintenant. Tu vois, tu prends un homme, tu le jettes dans le désert, il va se débrouiller. Ah, bien Ah sûr. ouais. Il s'accommode à son Tu environnement. vas pas lui apprendre, bah tiens, alors bien sûr, tu peux lui donner le guide de survie pour le désert. Et la vérité, c'est que le premier homme qui s'est retrouvé dans le désert, il est peut-être mort, c'est vrai, mais il s'est débrouillé. Tu sais, il a commencé à creuser un petit peu le sable, alors il fait chaud, machin. Mais j'ai l'impression que du coup, de tout le temps mettre des leçons, des cours en face de tout, ça tue ce petit truc là, ce petit truc tu sais, de le faire par soi-même, tu vois. D'autodidacte, de se dire, il y a un problème, je vais réfléchir, je vais trouver une solution. Parce que je pense qu'on est capable de le faire. Donc, c'est un peu une rupture avec l'indépendance, avec la capacité de pouvoir faire des choses par soi-même, parce qu'on s'attache toujours à ce que l'autre a fait. Oui, voilà, on essaie de construire des modèles. Voilà, si Thomas Edison, il a fait ça, alors, tu vois, il y a toujours ce truc de représentation, de formatage, tu vois. On va toujours essayer de dire, bah, faut faire comme ça. Alors qu'en vrai, s'il y a des gens qui ont trouvé ces méthodes-là, c'est peut-être qu'il n'y avait rien, tu vois. Je pense que c'est dans le rien qu'on construit des choses extraordinaires. À partir du moment où tout est cadré, est-ce que tu as encore la place pour imaginer? Parce qu'on a déjà tout imaginé pour toi. Du coup, pour toi, c'est des choses qui, en fait, cette façon d'étudier, entre guillemets, pour toi, ça bloquerait, par exemple, la créativité. Oui, je pense. Ouais, je pense. Après, les gens sont différents. Il y a des gens à qui ça convient, mais je pense que pour les gens créatifs, les gens qui ont des idées et tout ça, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu bloquant, je pense. C'est un peu bloquant. Ouais. D'accord. Ouais, ce que je peux comprendre, après, c'est relatif, hein. Il y a des personnes qui seront très, très attachées à l'école parce que c'est l'école qui les a permis de réaliser X ou Y choses, qui a permis de structurer le cerveau. Il y a des personnes qui sont très, très intelligentes, mais qui ne sont pas structurées. Peut-être l'école les a aidés à structurer les cerveaux. D'accord. Donc, voilà, oui, justement, je peux comprendre, hein. Après, justement, il y a des personnes qui pourront peut-être pas être du même avis que toi, d'accord. Pendant le déploiement de ta solution, est-ce que tu n'aurais pas peut-être une anecdote à nous raconter? Parce que pour moi, hein, l'univers littéraire me semble être un univers assez particulier, d'accord. Et c'est plongé dans cet univers-là, forcément, je suppose qu'il y a des choses qui se sont produites qui, pour toi, en fait, qui peuvent être décrites comme une anecdote. Après, oui. Alors, celle que je vais raconter, elle n'est pas forcément positive. Il y a eu des trucs positifs, mais celle-là est un peu particulière. C'est que, en fait, tu vois, quand on a déployé notre site, alors, dans ce que je t'ai pas dit déjà, c'est que la solution ne consistait pas dans un logiciel, et j'ai toujours essayé justement de dire aux gens qu'en fait, le point de départ de cette société, c'est pas l'envie de créer un logiciel, c'est l'envie d'écrire. Et ça, c'est ultra important, parce que c'est ça qu'on défend. Le point de départ, c'est j'ai écrit un livre. Je ne me suis pas dit, il faut attaquer que je fasse un logiciel. J'ai commencé en me disant, je vais écrire un livre. Et donc, pour moi, le point de départ, c'est le livre. C'est l'art, en fait. C'est ton livre, oui, tout à fait. Mais c'est mon livre, mais c'est le livre. Le livre, proprement. En généralité. Donc, il reste au centre de tout ce qu'on fait. Et donc, c'est pour ça que le plus important, on ne se présente pas comme une société de logiciels. On se présente comme une société d'art. Et donc, ce positionnement, comment il se manifeste? C'est à travers une communauté qu'on essaie de mettre en place. Donc, on va sur les salons littéraires, rencontrer des gens, pour vraiment avoir ce contact social. Comme je te disais, pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui est un peu seul quand il écrit. Il passe 2 ans un petit peu dans sa case, tu vois, dans son coin, à écrire. Et puis s'il n'est pas édité, bah, techniquement, il ne rencontre pas grand monde, en fait. Tu vois, parce que c'est ça, en fait. On expose que les gens qui réussissent. Qui réussissent, tout à fait. Et nous, notre idée, c'était d'aller vers tous ceux qui ne réussissent pas. Notre idée, c'était vraiment d'aller vers les gens à qui on ne parle pas.
Parce que les gens à qui on parle, il y a déjà plein de gens qui font la queue pour leur parler. Tout à fait. On n'a plus aucun intérêt d'aller faire la queue derrière les 100 000 personnes qui le font. Donc l'intérêt, c'était vraiment d'aller vers les gens lambda, les auteurs inconnus. C'était ça l'idée. Et de leur permettre, c'est pour ça que l'un des slogans, c'est « La parole est enfin à vous ». C'était vraiment de leur permettre de s'exprimer, de nous parler de ce livre-là. Pourquoi ils l'ont écrit, qu'est-ce que ça leur apporte, tu vois. Et ce lien social, ça nous a apporté beaucoup de choses et ça continue de nous apporter quelque chose. Et c'est pour ça que cette communauté, elle est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et il n'y a rien de financier dans ça. Ça veut dire que moi, je passe 3 fois par semaine, je fais des lives avec des auteurs. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, c'est totalement gratuit. Tu gagnes rien à le faire. Bah, c'est pas que je gagne rien, je gagne pas d'argent, mais je gagne le contact humain et qui est au centre du projet. Ouais. Et donc du coup, pour revenir à l'histoire d'anecdote, c'est que on a donc contacté, via l'application Instagram, on a contacté certains auteurs pour leur parler du projet, en leur disant voilà, on fait des salons littéraires, on rencontre des tas de gens, on fait des interviews, des articles, des lives, venez on parle en fait, venez on découvre ce que vous faites, on discute, etc. Et donc ça, donc c'est ma collaboratrice qui l'a fait, ce contact, et elle a contacté une centaine d'auteurs. Donc tu te doutes qu'une centaine d'auteurs, elle ne va pas faire un message personnalisé dès le départ à chacun. Les conversations sont personnalisées, bien sûr, mais le message de départ, elle ne peut pas être personnalisé, sachant que la moitié des gens ne vont même pas répondre parce qu'ils ne savent pas d'où tu sors. Tu vois. Et donc on a fait ça et on a quand même eu des bons retours. Je dirais la moitié des gens étaient intéressés, donc on a commencé à programmer des lives, etc., discuter avec eux, faire des articles. Et il y a un jour où il y a un de nos contacts avec qui on discutait, donc un auteur, avec qui on discutait, qui nous dit « Ouh là là, allez voir sur Threads, j'ai l'impression que j'ai peut-être fait une gaffe. » Je me dis, et sur un ton un peu sarcastique. Et on était très perplexes. On se dit « Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, t'as fait une gaffe ?» Et il disait en gros « J'ai peut-être gâché votre com. » Et là, je me dis, oula, ça sent pas bon ça. Mais c'est le ton sarcastique, moi, qui m'étonne. Je me dis, mais à quel moment c'est drôle, en fait? Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Bon, ok, c'est pas grave, on va voir. Et là, on voit qu'il y a une des personnes qu'on a contactées qui a fait une capture d'écran du message qu'elle a reçu. Donc, le message, comme je disais, qui était identique, en disant, oh là là, mais c'est qui ces gens? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que vous avez reçu ça? Etc. Et donc, Threads, c'est une communauté la communauté littéraire, elle n'est pas très grande. En fait, on va sûrement contacter des gens qui sont en contact les uns avec les autres. Et donc là, il y a des gens qui disent, oui, moi aussi, ils m'ont contacté, je les ai bloqués, c'est n'importe quoi. Et des gens qui disent, c'est des arnaques, ça doit être une arnaque, ils vont vous voler vos livres, attention, bref, ça s'est emballé. Et donc, la personne qui est venue nous écrire, avec qui on était en très bon contact, puisqu'on avait prévu de faire une présentation avec elle, de faire un live avec elle, etc. Et on voit qu'elle, en fait, elle a été mettre un message en disant oui, moi aussi, ils m'ont invité à leur présentation, j'y vais pas, de toute façon, machin. Et là, j'étais surpris. J'ai dit, mais en privé, tout se passe bien, en fait. En public, tout se passe mal. Je me serais dit justement que peut-être c'était toi qui allais rassurer les autres sur le fait que c'est juste des gens voilà, passionnés qui. Et il n'y a pas d'arnaque, on va juste discuter avec eux, etc. Elle devrait plutôt rassurer les autres. Ouais, et là, grosse déception. Vraiment, grosse déception. On était tous déçus. On s'est dit, mais on fait ça, entre guillemets, pour les auteurs, pour nous aussi, mais on fait ça. C'est pour, comme je disais, tuer un petit peu ce silence, cette solitude qu'il peut y avoir, donner la parole aux auteurs. Et là, on entend nous traiter de potentiellement d'arnaqueurs et tout ça, tu vois. Donc, on était un petit peu déçus. Je dirais pas en colère, non, mais déçus. Et voilà, on s'est expliqué et tout ça. Et après, la personne, elle a effacé, la personne qui avait posté le message, elle a effacé, tu vois. Mais ouais, on était quand même un peu déçus. On s'est dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle puisse faire ça, sachant qu'en privé, tout se passe bien, tu vois. Et ouais, et puis ça nous a laissé un petit peu perplexes pendant quelques heures, tu vois. On s'est dit, mais enfin voilà, nous on fait ça, je dis bien entre guillemets, parce qu'on pourrait dire on vous a rien demandé. On fait ça entre guillemets pour les auteurs. Parce que comme j'ai dit, moi j'ai été auteur aussi, et j'ai connu ce sentiment-là, et on s'est dit qu'on pourrait peut-être... L'idée c'est de répondre aux besoins des personnes qui sont dans le même contexte que toi, dans la même situation. Il n'y avait aucun engagement, il n'y a rien d'engageant, on n'a rien demandé. C'est juste, voilà, tu viens, on discute si tu veux, on parle de ton livre, si tu veux pas, passe autre chose. Donc c'est ça, donc tu vois, ça c'était une anecdote, comme je disais, qui montre que c'est pas toujours facile. Même si tu pars avec des bonnes intentions,
t'as pas de garantie que derrière c'est bien interprété, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et justement, parlant de ça, est-ce que cette personne, est-ce que vous en voulez à cette personne ou est-ce que Non, si aujourd'hui, voilà, la personne se présenterait en se disant, bon, ok, je m'excuse, est-ce que vous serez prêt à collaborer avec la personne? tout à fait. Mais bien sûr, comme je dis, on n'a pas de haine. La haine, je pense que la haine, c'est un sentiment lourd à porter. Je pense pas que le cœur soit fait pour porter la haine. Tu vois. Je pense que c'est quelque chose de lourd. Et je pense que le jour où tu es à l'aise avec la haine dans ton cœur, on t'a perdu. Tu vois, je pense que tu finis aigri, en fait. La haine, c'est pas un truc qui est fait pour rester là. C'est un truc qui doit être sporadique. C'est un truc où tu as le droit. T'as le droit, au bout d'un moment, de ressentir des choses néfastes, tu vois. Mais ça doit pas durer. Tu dois très vite t'en débarrasser, tu vois. Pour moi, c'est un truc, ça doit être vif. Il y a un moment, tu peux pas le contrôler. Tu détestes presque la personne, mais tu dois redescendre, tu vois. Pour moi, je fais une différence entre la haine et la rancœur, par exemple. Tu peux avoir de la rancœur parce que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Quelqu'un t'a blessé. Comme on dit, on pardonne mais on n'oublie pas. Ça, c'est de la rancœur. Mais c'est pas de la haine. Ça veut dire que tu veux pas de mal à cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tu n'acceptes pas ce qu'elle a fait. Mais voilà, t'as du mal à... Ça passe pas, tu vois. Donc, cette personne-là, non, on n'a même pas de rancœur envers elle. Pas du tout, parce que... Ouais, je pense que les gens font des choses pour une raison, tu vois. Et c'est bien parfois de se mettre à la place, même de la personne qui te fait du mal, c'est bien parfois de se mettre à la place pour comprendre pourquoi elle a fait, tu vois. Et non, cette personne-là, je sais pas quelle frustration peut-être elle avait, parce que je sais pas, est-ce qu'elle avait besoin d'attention, peut-être, je ne sais pas, et je veux pas la juger. Donc moi, ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, on lui en veut pas du tout. Bien sûr qu'on lui en a voulu quand on a découvert le bad buzz, entre guillemets, parce que ça n'a pas duré longtemps, puisque de toute façon, en quelques messages, c'était réglé, puisqu'on avait menti sur rien du tout. Mais non, on lui en veut pas. Et demain, si elle revient, on l'accueille à bras ouverts. Voilà. D'accord, Y a d'accord. pas... D'accord. Et justement, au vu du descriptif de ce que tu viens de faire, j'ai justement envie de parler de l'empathie. Clairement, est-ce que tu arrives à te mettre à la place des personnes, effectivement, comme ce type de personnes, et de comprendre pourquoi est-ce que ce type de personne peut se comporter de cette façon? Bon, moi, personnellement, je parle que pour moi. Justement, c'était personnel. Ouais, à titre personnel, j'essaie en tout cas. J'essaie de toujours me mettre à la place des autres. Parce que je pense qu'on est tous imparfaits, en vrai. Pas sur les mêmes sujets, mais on est tous imparfaits. Et ce serait se mentir à soi-même que de dire oui, mais non, moi je suis pas. Personne n'est parfait. Donc peut-être que moi je suis meilleur dans un sujet, peut-être que je suis meilleur pour gérer mes frustrations, ma colère, et peut-être que je suis moins bien dans un autre sujet. Tu vois? Donc moi personnellement, j'essaie toujours de me mettre à la place des autres. Pour te dire, un exemple très trash même, on va dire. Tu vois, un sujet comme le racisme, on va dire aujourd'hui c'est un sujet clivant. Tu vois? C'est un sujet, ça divise tout le monde. Tout le monde, tout à fait. Donc, je ne vais pas s'entendre là-dessus. Voilà, je vais pas donner mon avis, etc. dessus. Je vais juste prendre une anecdote pour dire que ça m'est déjà arrivé, comme toute personne, je pense, noire, ça c'est déjà arrivé au moins une fois. Mais j'avais de l'empathie pour cette personne. Je n'en voulais pas. Parce que je me disais, en fait, j'ai vraiment l'impression que ça vient du cœur. En fait, il y a vraiment de la frustration chez elle. Et elle ne fait pas exprès de ne pas m'aimer. Je sens vraiment que, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. C'est-à-dire peut-être pour elle, une personne noire, et elle n'est pas censée faire telle ou telle chose. Elle ne le comprend pas. C'est pas qu'elle ne veut pas le comprendre. Moi, je lui donne le bénéfice du doute. Je pense qu'elle ne comprend pas. Et donc, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas comprendre. Donc, ça m'est arrivé que parfois, je laisse dire des choses parce que j'avais vraiment l'impression que cette personne en face, ça lui faisait du bien. Tu vois ce que je veux dire? J'avais l'impression qu'elle va rentrer chez elle, elle va se sentir bien. Écoute, est-ce que moi ça m'enlevait quelque chose? Non, en vrai. Parce que même si je comprends, c'est quand même un handicap, enfin pas un handicap, mais c'est quand même pas normal, tu vois, de penser que peut-être quelqu'un qui est peut-être noir est moins intelligent, ce genre de choses, parce que justement on apprend que le cerveau n'a pas de couleur, tu vois. Donc je peux être empathique avec cette personne, je peux tolérer cette personne, mais quand même, voilà, il y a quand même de son côté peut-être un manque d'ouverture, tu vois. Mais, ouais, j'avais de l'empathie, mais j'avais de l'empathie, et puis dire que on peut toujours se mettre à la place des autres.
on peut toujours le faire. Tant qu'on a envie de le faire, on peut toujours le faire. Peu importe la situation. On peut toujours le faire parce qu'en fait, on peut toujours être en face à la place de l'autre. Mais bien sûr, on est tous pareils. Tu inverses Africain, Européen, tu inverses les continents, je suis sûr qu'il se passe la même chose. Je suis sûr qu'il se passe les mêmes guerres, il se passe exactement la même chose. Je pense les hommes sont les mêmes partout. Le cerveau n'a pas de couleur. C'est quand même assez fort de pouvoir arriver à comprendre quand même une personne, en fait. De comprendre une personne qui au vu des actes posés, pouvait quand même mettre en branle tout ce que tu as pu construire depuis X temps. Mais il y a une raison à ça. Et peut-être que j'aurais pu être à sa place, tu vois. Pour moi, ça a une portée philosophique assez forte quand même. Ouais, je pense peut-être philosophique, mais surtout du bon sens. Je pense surtout du bon sens. Et puis je trouve justement que j'en parlais avec un auteur, Laurent, qui est signé chez Jouvence. On parlait de ce sujet d'empathie, tu vois. Parce que lui aussi, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et on était plus ou moins d'accord sur le fait qu'on en a de moins en moins. Tu sais, on est de plus en plus individualiste. Tout à fait. Surtout dans notre société actuelle. Ouais, et puis j'essayais de comprendre pourquoi. Est-ce que réellement on est plus individualiste maintenant? Est-ce que les gens d'avant étaient vraiment moins individualistes? Ça, on n'était pas avant, donc on peut pas savoir. Tout à fait. Tu vois. Mais j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on a plus de choix. Et je pense que le choix, c'est l'ennemi du bonheur. Plus tu as de choix, plus tu es frustré parce que tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas vraiment le choix. En fait, tu as un panel de possibilités, mais en vrai, quand tu creuses, tu ne peux pas toutes les atteindre. C'est des possibilités, mais il y en a qui sont proches, d'autres qui sont très loin de toi. On peut dire que tu as la possibilité d'être riche. C'est vrai, on peut dire que c'est limite, tu as juste à faire des études, tu seras riche, mais c'est pas vrai. Tu vois, mais théoriquement, tu peux l'être. Donc en fait, avant, je pense que les gens, ils pouvaient même pas imaginer l'être. Et donc, ça réglait le problème. C'est-à-dire que j'avais pas de choix. C'était, voilà, je grandis dans un bled, voilà, je vais travailler là-bas, machin. Tu n'avais pas 10 000 choix. Et donc, tu étais plus heureux. Parce que tu n'avais pas autant de frustration. Il y avait peut-être deux mecs riches dans ton bled. Donc, c'était les élus, entre guillemets. Je les respectais. Je disais peut-être qu'ils viennent de bonnes familles, etc. Sauf qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tout le monde peut. Alors qu'en fait, tout le monde ne peut pas. Mais on a l'impression qu'on peut. Et donc, du coup, ça fait que les gens sont plus frustrés. Parce que, du coup, ils ont l'impression qu'il y a des choses comme ça qu'ils voient, qui peuvent tendre la main, mais quand ils tendent la main, ils ne les touchent jamais. Tu vois? Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on est peut-être plus triste ou plus malheureux qu'avant. Parce qu'on a plus de choix. Mais tout ceci puise de son origine à mon sens, dans les réseaux sociaux. Parce que le mec, il est chez lui, il fait des vidéos, il met sur des réseaux sociaux, et forcément, les gens, ils regardent. Bien sûr. Ça fait kiffer, ça fait rêver, à la seule différence que, ok, tu le vois vivre cette vie-là, je sais pas comment il fait pour avoir cette vie-là. Mais tout de suite, tu te mets à kiffer, tu te mets à rêver. Alors que toi, tu l'auras potentiellement pas. Pas du tout, tout à fait. Parce que... et le pire, sans vouloir te couper, le pire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, t'as, comment dire, la redistribution est peut-être plus, pas égale, mais plus visible. Ça veut dire que ton voisin peut avoir une super grosse voiture. Ton voisin que, selon toi, tu te dis, lui, voilà quoi, lui, c'est un clochard. Et tu vois avec une grosse voiture. Tu te dis, oh là là, comment il a fait? C'est ce genre de choses qui frustrent. C'est-à-dire que tu as des situations où tu te dis, à la limite, si c'est l'autre aux États-Unis, ça va, c'est pas dans ma réalité. Donc en fait, il peut être riche, je m'en fous. Et là, c'est mon voisin, quoi. Pauvre voisin, là, il se retrouve avec une hyper grosse voiture et moi, je roule en C3 ou je sais pas quoi, tu vois. Donc c'est ce genre de choses, je pense. La C3, c'est une belle voiture. Oui, la C3, c'est une belle voiture, mais non, mais quand je parle de belles voitures, on va parler d'Aston Martin, ce genre de choses. Tu déconnes, tout à fait. Tu vois, donc, je pense que juste les gens d'avant, ils n'avaient pas tout ça en face des yeux. J'ose à croire, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'ils n'avaient pas tout ça en face des yeux. Et donc, du coup, ils étaient moins sujets à autant de frustration. Et la frustration, ça rend aigri. Et quand on est aigri, on n'a pas envie de donner à l'autre. Donc, on n'a pas envie, et quand on n'a pas envie de donner à l'autre, on n'est pas empathique. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et si aujourd'hui, Ludo, on te disait, écoute, Ludo, voici une baguette magique, on te donne, d'accord? Change-nous ce monde. Qu'est-ce que tu changeras? Que je change le monde? Bien sûr. Qu'est-ce que tu pourras changer dans ce monde? Concrètement. Oh, tu poses des questions. Non, mais. Rien.
parce qu'un mec aussi philosophique que toi, forcément, je pense que tu dois avoir des idées pour apporter certaines solutions, je ne sais rien. Bah, je pense que c'est compliqué parce que, en fait, je pense que tu pourrais changer ce que tu veux. Le souci, c'est que les hommes sont trop intelligents pour se faire avoir. Tu sais, c'est comme, prenons des cas, tu sais, les rats. Tu as déjà vu des expériences avec les rats, tu sais, on les met dans une sorte de labyrinthe et on va modifier à chaque fois le labyrinthe. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il prend un petit peu de temps et il trouve toujours la sortie. Oui, il faut qu'il réfléchisse un petit peu. Il réfléchit un petit peu, mais quand tu modifies, il arrive toujours à tester des trucs. Imagine l'homme qui est 10 000 fois plus intelligent. Donc changer un paramètre ne changera rien en fait. Je pense que refaire le monde, comme on dit, on ne peut pas refaire le monde, c'est vrai. Ça ne sert à rien d'essayer de refaire le monde parce que tu fermes une porte, l'homme ouvrira juste une deuxième. Tu fermes la deuxième, il ouvrira une troisième. Tu fermes toutes les portes, il n'y a plus de porte, il créera la porte. Tu vois? Et si tu ouvres 1000 portes et tu veux qu'il tombe dans le piège d'une, bah, il saura qu'il ne faut pas qu'il y aille. On est trop intelligent pour ça. On est trop intelligent pour ça et je pense que c'est pour ça qu'on ne sera jamais vraiment heureux parce que je pense que bonheur et intelligence ne vont pas ensemble. D'accord. Bah, je pense que bonheur, ouais, j'ai dit peut-être des bêtises, mais je pense que ça revient toujours à la question du choix. Plus tu es intelligent, plus tu réfléchis, plus tu t'imagines des chemins. Tu vois, c'est toujours la question du choix. Quand tu as un canevas de solutions restreint, tu te contentes de ça. Et le bonheur, c'est de savoir se contenter, je pense, de ce qu'on a, apprécier ce qu'on a. Le problème, c'est que plus tu es intelligent, plus tu t'imagines 1 milliard de scénarios. Tu t'empêches de te contenter du scénario de base. Et à chaque fois, tu te retrouves toujours dans cette multitude de choix qui ne te rendent pas heureux parce qu'en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas tous les avoir. Tu vois? Donc, je pense que c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais je pense que les gens les plus heureux sont peut-être les gens les moins intelligents. D'accord. Parce qu'ils ont, voilà, ils ont peut-être un spectre un peu plus sain. Et cette phrase-là, elle peut paraître insultante. Non, parce que, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est l'intelligence. Non, mais non, je retire cette phrase parce que ça peut paraître un peu insultant ou autre. Clairement, le Ludo, voilà, ça fait à peu près, je sais pas, 50 minutes, 1 heure qu'on échange. Ouais. Et je te trouve toujours assez fin sur des sujets. À aucun moment, je t'ai trouvé, j'ai constaté que tu faisais le rentre dedans, comme on dit, tu vois. Est-ce que c'est pas, j'ai envie de dire, l'humilité? Est-ce que c'est pas cette humilité qui te permettrait de garder les pieds sur terre? Non, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot humilité. À la seule différence qu'au vu de tout ce que j'entends jusqu'ici, j'ai envie de l'employer. Non, j'aime pas ce mot parce qu'en fait, je pense que c'est l'un des mots les plus hypocrites qui soit. D'accord. Dans la façon dont ouais, je pense que c'est un truc très hypocrite. La façon dont on l'utilise. En fait, l'humilité renvoie une forme de sacralisme un peu. C'est celui qui est humble, tu sais, il est très gentil, machin, tout ça. En gros, c'est un mot qui te semble un peu galvaudé. Oui, pour moi, en fait, ce mot-là, tu sais, on va dire souvent des gens, soit on utilise ce mot pour dire, lui, il est humble. Genre, Golo Kanté, tu vois, personne ne peut dire qu'il n'est pas humble. Golo Kanté, quel exemple? Voilà, c'est l'humilité incarnée. Mais tu as presque l'impression que du coup, pour être humble, il faut être comme Golo Kanté. C'est-à-dire être le joueur gentil, dire bonjour à tout le monde, tu sais, sourire tout le temps. Rigole tout le temps. Qui rigole tout le temps. Pour quelle raison? Pour quelle raison pourquoi les gens devraient être des Golo Kanté? Tu vois, déjà, pour moi, juste réclamer à quelqu'un d'être humble, tu sais, quand tu dis lui, il n'est pas humble, c'est une phrase qui me gêne. Parce que je pense que les gens humbles ne réclament pas l'humilité aux autres. Tu vois, je vois mal Golo Kanté, par exemple, dire, oh, t'as vu, lui, il n'est pas humble. Tu vois, je l'imagine pas. Parce que je pense que lui, il se sent pas de demander à quelqu'un d'être humble. Et je pense que c'est ça l'humilité. C'est juste de pas. Juste un jugement déjà de dire lui il n'a pas. C'est un petit jugement déjà, tu vois. Et je pense que les gens humbles, bah déjà ils se disent pas parce que si tu demandes quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que tu estimes que tu mérites quelque chose en soi. Et je pense que supposer que je mérite quelque chose de quelqu'un à qui je n'ai potentiellement rien donné, c'est prétentieux. D'accord. Est-ce que c'est être humble ça? J'ai pas l'impression. Donc juste quelqu'un de dire, t'as vu lui il est pas humble. C'est la phrase la moins humble du monde. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'aime pas. On utilise trop ce terme. Oh, t'as vu lui il est humble, il est pas. Non. Les gens ils sont comme ils sont. Mais c'est ce qu'on utilise tous les jours. Les gens ils sont comme ils sont. Et je pense même que les gens n'ont pas à être humbles. Tu vois, t'as pas à réclamer à quelqu'un d'être humble. J'ai pas. Oh, pardon. J'ai pas à être humble pour toi. Je te dois rien.
Tu vois ce que je veux dire? Je ne dois rien. Pourquoi je devrais être humble? Parce qu'en fait, on confond parfois humilité et manque de respect. C'est parfois, on a l'impression que le mec humble, c'est... Si un mec il dit, t'as vu, je suis plus beau. Tu dis, oh, t'as vu, il n'est pas humble. Et il se trouve le plus beau, il est où le problème? Pourquoi ce serait un problème de se trouver le plus beau? Il est arrogant, d'accord. Mais arrogant n'est pas le contraire de manque d'humilité. Je peux me trouver beau sans pour autant manquer d'humilité. Parce qu'on a souvent ce raccourci entre manque de respect. Dire je suis plus fort, ça veut dire que ça te manque de respect. Non, si je pense que je suis plus fort, c'est une pensée. Ça ne veut pas dire que je suis bon. Toi, tu as le droit de penser le contraire. Tu vois? Rien, ma parole ne vaut que par rapport à moi. Tu vois? Et donc pour moi, le fait d'être gêné que quelqu'un soit arrogant, ça renvoie à ta propre frustration. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un truc chez cette personne qui te frustre. Et c'est ça qui n'est pas normal. En soi, la personne, tant qu'elle n'est pas hors la loi, tant qu'elle t'a pas manqué de respect, tant qu'elle t'a pas frappé, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Et c'est pas censé te gêner. T'es pas censé dévoiler tes frustrations à l'autre parce qu'il a dit un truc qui te plaisait pas, alors qu'il a le droit de le dire. C'est ça. Il peut dire ce qu'il pense. Il a le droit. Il peut penser ce qu'il C'est la loi qui gère ça. S'il t'insulte, s'il te frappe, ok. Bah, il y a une loi qui va gérer ça. Mais qu'un mec se trouve beau, qui se trouve fort, qui se trouve un truc, c'est pas un peut se permettre, tout à fait. Bien sûr. Donc c'est pour ça, je ne saurais pas définir proprement l'humilité, mais j'aime pas utiliser ce truc-là. Pour moi, les gens, ils sont comme ils sont et c'est tout. D'accord. Bah, ce que je peux comprendre, après, tout est relatif, hein, effectivement. Mais ça, après, chacun pense. Ça n'engage que moi. Ce que je dis, c'est que tu m'as posé la question, c'est par rapport à moi. Tout à fait. Je n'ai pas la prétention de faire une définition absolue. Là, je parle de ce que je sais, enfin voilà, ce que je ressens, moi, tu vois, qui n'est pas du tout une vérité absolue, bien sûr. D'accord. Donc, ce que je comprends aujourd'hui, que le socle de ton parcours reposerait sur tes principes de base, sur tes valeurs, entre autres. Et c'est ce qu'on essaie, en tout cas, j'insiste, moi j'essaie en tout cas et je pense que aujourd'hui tous les collaborateurs avec lesquels je travaille, on a la même énergie. On essaie de prendre soin des autres. Alors, je dirais ça. Je dirais que dans un monde qui est de plus en plus individualiste, on n'a pas vocation de se présenter comme des sauveurs, pas du tout, mais je pense que le monde irait mieux si chacun essayait juste à son échelle, dans un petit groupe, de rendre les gens heureux dans son petit groupe. Si chacun faisait ça dans son petit groupe, alors ça ferait juste des petits groupes, des milliers de petits groupes heureux. Mais pas essayer de faire un truc global heureux, c'est pas possible. C'est pas possible en vrai. On peut pas mettre 1 milliard d'hommes avec 1 milliard de paramètres, avec 1 milliard de réflexions et attendre qu'ils soient heureux. C'est pas possible, il y aura toujours des gens qui seront pour, des gens qui seront contre. Par contre, si à chacun, à son échelle, comme nous ce qu'on essaie de faire, avec des auteurs, avec des libraires, avec des éditeurs, si à une petite échelle, chacun essayait juste d'apporter de la compassion, de l'amour, de l'empathie aux gens autour de lui, je pense que le monde irait mieux. Ouais. D'accord, très bien. Écoute, Ludo, ici s'achève notre interview et j'espère qu'on se reverra dans un an. 2 ans. 2 ans, comme la dernière fois, peut-être. Pour faire le point par rapport à l'évolution des différents projets encore. J'espère aussi, ouais. Merci.